Death Row est un empire qui a touché les étoiles, mais qui a connu sa propre tragédie. En 1996, les choses s'effilochent à une vitesse vertigineuse. Dr. Dre prend congé, l'étoile de Tupac s'éteint tragiquement, l'album de Snoop Dogg tombe plus plat qu'une crêpe, et Suge Knight s'acoquine avec des barres de fer. La chute de Death Row est souvent imputée à sa réputation sulfureuse, mais le véritable problème était plus profond qu'un terrier de lapin. Suge Knight voulait tout. Le pouvoir que confèrent les noms de la liste A, la domination que confère la propriété totale, sans aucun des inconvénients. Le monde des affaires, et en particulier celui de la musique, n'est pas un buffet où l'on peut choisir ce que l'on veut. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui est arrivé aux artistes de Death Row. Dr. Dre. Au début des années 1990, l'industrie musicale a changé à jamais lorsque Dr. Dre s'est associé à Marion Suge Knight pour créer Death Row Records. Le label s'est rapidement forgé une réputation pour son son brut et grinçant, qui capture l'essence du hip-hop de la côte ouest. Les compétences de Dre en matière de production et sa vision artistique ont joué un rôle crucial dans le succès du label, et Death Row est devenu le visage du hip-hop de l'époque. Sous la direction de Dre, Death Row a signé certains des artistes les plus influents de l'époque, dont Snoop Dogg et Tupac Shakur. La liste des membres du label était composée d'un éventail de talents inégalés, et leur musique a trouvé un écho dans le monde entier. Le son unique de Dre et sa capacité à créer des rythmes contagieux ont fait de lui un producteur recherché, et ses collaborations avec des artistes comme Snoop sur son premier album et Tupac sur California Love sont devenues des classiques instantanés. Mais en coulisses, les tensions commencent à monter. Le succès de Death Row va de pair avec des enjeux financiers de plus en plus importants. Dre, qui a créé la société avec Suge, commence à penser qu'il n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Il pensait que son talent et son travail méritaient une plus grande part du gâteau. Qui peut lui en vouloir? C'est le Dr. Dre. Les désaccords contractuels entre Dr. et Death Row atteignent leur paroxysme en 1996. Quelques mois seulement après avoir signé avec Tupac Shakur, l'une des plus grandes stars du label, Dre a pris la décision choquante de quitter Death Row. Les détails exacts du désaccord contractuel qui a conduit au départ de Dre restent quelque peu obscurs. Certains rapports suggèrent que Dre n'était pas satisfait des arrangements financiers et qu'il se sentait injustement traité. D'autres affirment qu'il y avait des différences créatives entre Dre et Suge Knight, les deux ayant des visions contradictoires de la direction du label. Indépendamment des détails, le départ de Dre de Death Row a été un événement important dans l'industrie musicale. Il marque la fin d'une époque et laisse un vide qu'il sera difficile de combler. Death Row était devenu synonyme de hip-hop de la côte ouest, et le départ de Dre a amené les fans à s'interroger sur l'avenir du label. Mais le départ de Dre n'a pas marqué la fin de sa carrière. En fait, ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Peu après avoir quitté Death Row, Dre s'est associé à Jimmy Iovine, cofondateur d'Interscope Records, pour créer Aftermath Records. Cette nouvelle entreprise permet à Dre d'avoir plus de contrôle créatif et de propriété sur sa musique. Avec Aftermath Records, Dre poursuit sa carrière musicale et ses collaborations avec d'autres artistes. Avec Aftermath Entertainment, Dr. Dre souhaite créer un espace où les artistes peuvent s'épanouir et repousser les limites du hip-hop. Il souhaitait cultiver un son qui lui soit propre, tout en offrant une plateforme aux artistes émergents. L'année où il a quitté Death Row, il a sorti un album compilation intitulé Dr. Dre Presents The Aftermath. Cet album sert de vitrine aux talents que Dr. Dre a rassemblés sous son nouveau label. Dre Presents The Aftermath présente une liste variée d'artistes, chacun apportant son propre style et sa propre saveur. L'album témoigne de l'oreille attentive de Dr. Dre pour les talents et de sa capacité à créer un ensemble cohérent d'œuvres. L'album de compilation a été salué par la critique et a connu un succès commercial. Des titres comme Been There, Done That et East Coast West Coast Killaz mettent en valeur le style de production caractéristique de Dr. Dre, tout en présentant aux auditeurs les nouvelles voix de l'équipe d'Aftermath Entertainment. Après le succès de Dr. Dre Presents The Aftermath, Dr. Dre s'est concentré sur la production d'autres artistes. Au cours des années 2000, il a consacré son temps et son expertise à l'épanouissement des talents signés par Aftermath Entertainment, dont deux des artistes les plus influents de notre époque, Eminem et 50 Cent. Dr. Dre prend Eminem sous son aile et devient son mentor et producteur. Cette collaboration va changer la donne pour les deux artistes. Ensemble, Dr. Dre et Eminem ont créé un partenariat musical qui allait façonner le paysage du hip-hop. Les talents de producteur de Dr. Dre et les prouesses lyriques d'Eminem s'accordent à merveille. Il en est résulté une série de tubes qui ont figuré dans les hit-parades et des albums acclamés par la critique qui ont repoussé les limites du genre. Leur première collaboration majeure a été l'album d'Eminem, The Slim Shady LP, sorti en 1999. Cet album a été un succès commercial et a permis à Eminem de s'imposer dans l'industrie musicale. Fort du succès de The Slim Shady LP, Dr. Dre a continué à travailler en étroite collaboration avec Eminem sur les albums suivants.
Bien qu'Eminem soit sans aucun doute le collaborateur le plus important de Dr. Dre, il a également prêté ses compétences en matière de production à d'autres artistes signés par Aftermath Entertainment. L'une des réussites les plus notables est celle de 50 Cent. Sous la direction de Dr. Dre, 50 Cent a sorti son premier album, Get Rich or Die Tryin', en 2003. La production de Dr. Dre sur des titres comme In Da Club et Pimp a contribué au succès massif de l'album, qui s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde. Outre Eminem et 50 Cent, Dr. Dre a collaboré avec de nombreux autres rappeurs. Il a travaillé avec des artistes comme Snoop Dogg, Kendrick Lamar et The Game. Les compétences exceptionnelles de Dr. Dre en matière de production ne sont pas passées inaperçues. Tout au long de sa carrière, il a reçu 7 Grammy Awards. Bien que Dr. Dre se soit concentré sur la production et la collaboration avec d'autres artistes, il n'a jamais perdu de vue son propre talent artistique. En 1999, il a sorti son deuxième album solo, simplement intitulé 2001. Dre, en tant qu'artiste et producteur, avec un mélange de rythmes percutants et d'apparition de certains des plus grands noms du hip-hop. Des titres comme Still Dear A et Forgo About Dre sont devenus des classiques instantanés, et 2001 a été un succès commercial et critique. Si la carrière de Dr. Dre a atteint de nouveaux sommets lorsqu'il travaillait pour Aftermath Entertainment, sa vie personnelle a été entachée par une série d'accusations choquantes de violence à l'encontre de femmes. Ces allégations ont jeté une ombre sur son héritage et soulevé des questions sur sa personnalité. L'un des CA les plus notables s'est produit en 1991, lorsque Dr. Dre a été impliqué dans un incident très médiatisé avec la journaliste Dee Barnes. Dre aurait agressé physiquement Barnes lors d'une soirée, lui infligeant des blessures. En 1996, Dr. Dre a dû faire face à une autre accusation grave lorsqu'il a été poursuivi par l'artiste de Death Row, Michelle Lay, qui est également la mère de l'un de ses enfants. Michelle Lay a allégué que le procès civil a été réglé à l'amiable et les détails du règlement n'ont pas été divulgués. Une autre mère des enfants de Dr. Dre, Lisa Johnson, a fait part de ses propres allégations d'abus. Dre l'aurait agressée physiquement à plusieurs reprises, y compris lorsqu'elle était enceinte. Tyree B, une ancienne compagne de label, a également accusé Dr. Dre d'agression, affirmant qu'il l'avait attaqué lors d'une fête en 1990. En 2015, 2 semaines après la sortie de son troisième album, Compton, Dr. Dre a présenté des excuses publiques aux femmes qu'il avait blessées. Ces excuses constituaient un pas important vers la reconnaissance de ses actes passés et la prise en charge de la douleur qu'il avait causée. Si certains ont vu dans ces excuses une véritable expression de remords, d'autres ont mis en doute leur sincérité et se sont demandé s'il ne s'agissait pas d'une manœuvre calculée pour protéger sa réputation. Snoop Dogg, Suge Knight, Death Row Records et Snoop Dogg ont entretenu une relation complexe, faite de loyauté et de conflits. L'ascension de Snoop Dogg est étroitement liée à Dr. Dre et Suge Knight, figure clé de son parcours dans le hip-hop. Pour comprendre l'histoire de Snoop Dogg, il est important de connaître son lien avec Suge Knight. La crédibilité de Snoop Dogg dans la rue est incontestable. Il était lié au gang des Rollin' 20 Crips et a même fait de la prison pour possession de drogue alors qu'il n'était qu'un adolescent. Ces expériences réelles ont grandement influencé sa musique sur les albums qu'il a produits pour Death Row Records. Toutefois, ce sont ses apparitions dans The Chronic et ses participations à divers autres morceaux de gangsta rap qui l'ont rendu célèbre. Snoop Dogg a appris de Dr. Dre et a collaboré à la musique. Suge Knight s'occupe de l'aspect commercial de Death Row Records et gère les finances. La direction de Suge Knight à Death Row Records a transformé le label en un endroit chaotique où il était difficile de dire si la musique reflétait la vie réelle ou l'inverse. À l'époque où Snoop Dogg était en pleine ascension grâce à son succès Doggy Style, il était confronté à un grave procès pour meurtre. Il craignait de laisser son fils derrière lui pendant 11 ans s'il était condamné. Heureusement, il a été déclaré non coupable, ce qui lui a permis de prendre un nouveau départ. Mais à cette époque, Dr. Dre décide de prendre ses distances avec Suge Knight en raison d'un désaccord contractuel et des actions violentes de Knight. Dre a choisi de ne pas participer à l'élaboration du deuxième album de Snoop, The Dogfather. Dans une interview accordée à VH1 en 2011, Snoop a exprimé son désir de créer une musique plus positive à l'époque. L'album The Dogfather a marqué un changement important pour lui, reflétant son éloignement de la glorification de la négativité. Après s'être démêlé avec la justice, Snoop Dogg s'est transformé. Après avoir été blanchi de l'accusation de meurtre en 1996, il a adopté une approche plus mature dans son deuxième album, The Dogfather. Il a décidé de ne pas promouvoir la négativité comme le souhaitait Death Row Records et a cherché à apporter un aspect positif à sa musique. Il a déclaré « The Dogfather a été une renaissance pour moi. Je ne vais pas glorifier toute cette négativité que Death Row voulait que je fasse. Je vais apporter un côté positif à la musique. » La même année, Snoop Dogg quitte Death Row Records.
Snoop Dogg quitte Death Row Records et rejoint No Limit Records de Master P, parce que Suge Knight est en prison et que Death Row semble s'effondrer. Cette décision a provoqué un conflit entre Snoop et Suge Knight. Snoop a affirmé qu'il avait pris cette décision avec l'aide de Dieu et d'un accord avec Master P et Priority Records. Cela a conduit à une guerre des mots entre Snoop et Knight, ce dernier s'adressant aux médias depuis la prison. Snoop a exprimé ses sentiments en dénigrant Knight dans ses chansons comme Pimp Slapped. En réponse, Knight sort un album intitulé Dead Man Walkin', qui contient des chansons inédites de Snoop datant de son séjour à Death Row, et le titre de l'album se veut une menace. Après avoir été libéré en 2001, Knight a d'abord parlé de causer des problèmes. Il a déclaré « Ce sera comme le Far West à nouveau. J'ai beaucoup de comptes à régler. » Mais en 2005, Snoop Dogg et lui ont fait amende honorable. Ils se sont réconciliés lors d'un sommet organisé par Snoop pour résoudre les conflits. Le parcours musical de Snoop Dogg a été mouvementé. Après avoir quitté Death Row Records, en 1998, il a entamé un nouveau chapitre avec No Limit Records, publiant 3 albums qui témoignent de ses prouesses musicales. Plus tard, il a signé avec Priority/Capital/EMI Records, où il a sorti Paid the Cost to Be the Boss. En 2004, il rejoint Geffen Records et sort 3 albums à succès. Mais Snoop Dogg ne se limite pas à la musique. Il s'est également fait une place dans le monde du spectacle, en jouant dans des films et en animant des émissions de télévision. En outre, il est un mentor dans le monde du football, entraînant à la fois une ligue de jeunes et une équipe de lycée. En 2009, il endosse un nouveau rôle en tant que président de Priority Records, réactivé par EMI. En 2012, après un voyage transformateur en Jamaïque, il adopte une nouvelle identité sous le nom de Snoop Lion, se plongeant dans la musique reggae avec son album Reincarnated et un documentaire révélateur sur son expérience jamaïcaine. Son parcours musical s'est poursuivi avec des albums comme Bush et Kool-Aid, mais son influence ne se limite pas à la musique. En 2016, il a été honoré d'une place au temple de la renommée de la WWE. Il a même battu The Miz à WrestleMania 39 après que Shane McMahon se soit blessé. L'évolution de Snoop ne s'est pas arrêtée là. En 2018, il a annoncé sa conversion au christianisme et a sorti un album de gospel intitulé Bible of Love. Le Hollywood Walk of Fame a reconnu ses contributions en 2018 et Snoop Dogg a reçu une étoile. Plus récemment, en 2022, Snoop Dogg a acquis Death Row Records et a sorti son 19e album studio, BODR, ajoutant un nouveau chapitre remarquable à son incroyable carrière. Beaucoup pensent que l'acquisition de Death Row Records est un geste sentimental de la part de Snoop. Il leur a en quelque sorte donné raison dans sa déclaration liminaire. Je suis ravi et reconnaissant d'avoir l'occasion d'acquérir la marque emblématique et culturellement importante de Death Row Records, qui a une immense valeur future inexploitée. Je me sens bien de posséder le label dont j'ai fait partie au début de ma carrière et dont j'ai été l'un des membres fondateurs. C'est un moment extrêmement important pour moi. Nate Dogg, je contrôle pratiquement tout ce qui se passe maintenant. C'est beaucoup plus facile quand on peut prendre ses propres décisions. Je peux faire ce que je veux. On peut être plus créatif quand on ne se sent pas esclave. Quand vous êtes dans une maison de disques, c'est comme ça qu'ils vous tiennent. Ce sont les premiers mots de Nate Dogg après avoir quitté Death Row Records en 1998. Nate a affirmé qu'il s'était libéré de Death Row Records en raison de ruptures de contrats liées à des litiges comptables. L'avocat de Death Row, David Kenner, n'a rien dit à ce sujet. Une fois libéré de ses liens contractuels, Nate n'a pas perdu de temps et s'est lancé dans la création de Dogg Foundation Records. Nate Dogg, l'homme à la voix d'or, était destiné à la grandeur depuis le moment où il est venu au monde, le 19 août 1969, dans la ville dynamique de Long Beach, en Californie. Né sous le nom de Nathaniel Dwayne Hale, il grandit entouré de la riche culture musicale qui imprègne les rues de sa ville natale. Dès son plus jeune âge, Nate Dogg fait preuve d'un talent naturel pour la musique. Sa voix profonde et mélodieuse captive ceux qui l'entendent et il ne tarde pas à réaliser qu'il a un don qu'il doit partager avec le monde. Au début des années 1990, le chemin de Nate Dogg croise celui de 2 autres étoiles montantes de l'industrie, son cousin Snoop Dogg et son ami Warren G. Le trio, reconnaissant leur passion commune pour la musique, décide d'unir ses forces et de former un groupe de rap. C'est ainsi qu'est né le groupe 213. Le nom 213 a une signification particulière pour le groupe. Il ne s'agit pas seulement de l'indicatif régional de leur ville natale de Long Beach, mais aussi du lien qu'ils partagent en tant qu'amis et collaborateurs. Ensemble, Nate Dogg, Snoop Dogg et Warren G se lancent dans une aventure musicale. Avec leur mélange unique de voix douce, de rythmes contagieux et d'histoires crues, 213 a rapidement gagné un public fidèle.
Leur musique résonne avec les auditeurs, capturant l'essence de la vie dans les rues de Long Beach et les difficultés rencontrées par ses habitants. Les accroches mélodiques de Nate Dogg sont devenues la signature du groupe, ajoutant une touche de soul à leurs rimes percutantes. Alors que le groupe 213 commence à gagner du terrain dans l'industrie, le talent de Nate Dogg en tant que chanteur devient de plus en plus évident. Il ne faut pas longtemps pour que sa voix soit recherchée par les plus grands noms de l'industrie. Il signe chez Death Row Records en 1993. Le parcours de Nate Dogg dans l'industrie prend un tournant monumental en 1994, lorsqu'il obtient le succès auprès du grand public avec la sortie du single à succès Regulate. Ce titre emblématique, fruit d'une collaboration avec son ami de longue date et collègue rappeur Warren G, a propulsé Nate Dogg sous les feux de la rampe et a consolidé son statut de star montante. Le succès de Regulate a ouvert des portes à Nate Dogg, l'amenant à collaborer avec certains des plus grands noms de l'industrie. Il a notamment collaboré avec le légendaire Dr. Dre. Mais ce dernier n'est pas le seul à avoir reconnu le talent de Nate Dogg. Son cousin, Snoop Dogg, a également fait appel à ses prouesses vocales pour leur collaboration. Les contributions de Nate Dogg aux albums de Snoop Dogg, tels que Doggy Style et The Dogfather, ajoutent une touche de soul au flow décontracté de Snoop. Leurs collaborations, dont le titre phare Ain't No Fun, sont devenues des hymnes du mouvement hip-hop de la côte ouest. La capacité de Nate Dogg à passer sans heurts d'un genre à l'autre a été mise en évidence lors de sa collaboration avec Eminem. Le titre Shake That, qui figure sur l'album d'Eminem Curtain Call The Hits d'Eminem, Nate Dogg a prêté sa voix au refrain. Cette collaboration témoigne de la polyvalence de Nate Dogg en tant qu'artiste, qui navigue sans effort entre les domaines du hip-hop et du R&B. Si les collaborations de Nate Dogg avec d'autres artistes ont mis en évidence son immense talent, il s'est également lancé dans une carrière solo couronnée de succès. Après avoir quitté Death Row Records, il a sorti 3 albums studio. Le premier album solo de Nate Dogg, G-Funk Classics, Volume 1 et 2, est sorti en 1998. Ce double album met en évidence la polyvalence de Nate Dogg en tant qu'artiste. Des chansons comme Nobody Does It Better et These Days ont captivé les auditeurs avec son mélange unique de G-Funk et de R&B. Après le succès de son premier album solo, Nate Dogg a sorti Music and Me in 2001. En 2008, Nate Dogg sort son album éponyme, Nate Dogg. Ce projet témoigne de son évolution en tant qu'artiste, avec des titres qui explorent différents styles et thèmes musicaux. De l'introspectif I Need a Bitch à l'entraînant Get Up, Nate Dogg continue de captiver les auditeurs. Cependant, alors que la carrière solo de Nate Dogg est florissante, il est confronté à des problèmes personnels qui mettent à l'épreuve sa capacité de résilience. Au début des années 90, il est accusé d'avoir dévalisé un magasin Check Changers en 1991 et un Taco Bell en 1994, mais il est remarquablement acquitté. En 1996, il a été condamné pour un délit lié à la drogue dans le comté de Los Angeles. En 2000, il est accusé d'avoir agressé son ex-petite amie et d'avoir mis le feu à la voiture de sa mère. Dr. Dre a déposé une caution d'$1 million pour lui. En fin de compte, il a été blanchi des accusations les plus graves, plaidant non coupable de possession illégale d'armes à feu par un criminel, ce qui lui a valu une amende et une mise à l'épreuve. En 2002, il est surpris dans un bus de tournée avec des armes et du cannabis. Les charges liées aux armes sont abandonnées, mais il plaide coupable pour une accusation liée à la drogue, ce qui lui vaut une mise à l'épreuve et un suivi psychologique. Les choses ne se sont pas calmées en 2006. Il a dû faire face à une nouvelle série d'accusations, notamment d'agression et de violation d'ordonnances restrictives. En 2008, il a plaidé coupable pour certaines de ces accusations, perdant ses droits sur les armes à feu pour une décennie, bénéficiant d'une mise à l'épreuve et devant participer à un programme d'intervention en matière de violence domestique. L'année 2008 a été marquée par de nouveaux problèmes. Il a été accusé d'avoir proféré des menaces et d'avoir harcelé son ex-femme. Il a d'abord plaidé non coupable, mais les charges ont finalement été abandonnées en raison de l'absence de contact de la victime présumée avec les procureurs. Au cours de cette période, il a également été condamné pour conduite sous l'influence de drogue. Des problèmes de santé, dont plusieurs accidents vasculaires cérébraux, ont affecté sa capacité à se produire et l'ont contraint à s'éloigner de la scène musicale. Le 15 mars 2011, Nate Dogg est tragiquement décédé à l'âge de 41 ans. MC Hammer. Le lien entre MC Hammer et Suge Knight remonte à 1988. En 1995, Hammer a signé avec Death Row Records. Étonnamment, Death Row Records n'a pas sorti l'album de Hammer, Too Tight, pendant son séjour chez eux. Cependant, il a réussi à inclure certains de ses titres dans son album suivant. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Hammer a collaboré avec Tupac Shakur et d'autres,
créant des chansons remarquables comme Too Late Playa avec Big Daddy Kane et Danny Boy. Cependant, après la mort tragique de Tupac en 1996, Hammer a décidé de se séparer de la maison de disques. De manière intrigante, Hammer a révélé plus tard ses inquiétudes sur les circonstances de la mort de Tupac lors d'une interview sur Trinity Broadcasting Network. Il était à Las Vegas avec Tupac la nuit où il a tragiquement perdu la vie. MC Hammer est né Stanley Kirk Burrell le 30 mars 1962 dans les rues crasseuses d'Oakland, en Californie. Ayant grandi dans un quartier difficile, MC Hammer a trouvé du réconfort dans la musique et la danse. Il était loin de se douter que sa passion le propulserait vers des sommets inimaginables de célébrité et de fortune. L'amour de MC Hammer pour la musique a commencé dès son plus jeune âge. Il a été influencé par les sons funk et soul qui ont envahi les ondes dans les années 1970. Inspiré par des artistes comme James Brown et Prince, il perfectionne ses pas de danse et développe un style unique qui deviendra plus tard sa marque de fabrique. Adolescent, il forme avec ses amis un groupe de rap appelé Holy Ghost Boys. Ils se produisent lors de fêtes locales et de concours de talent, ce qui leur permet d'acquérir un petit nombre d'adeptes dévoués. C'est au cours de l'une de ces représentations que MC Hammer attire l'attention de Louis Burrell, directeur musical, qui deviendra plus tard son manager. Sous la direction de Louis, il adopte le nom de scène MC Hammer, qui deviendra bientôt synonyme de son énergie explosive et de ses performances captivantes. Avec sa personnalité charismatique et son talent indéniable, MC Hammer devient rapidement une étoile montante de la scène hip-hop de la Bay Area. En 1987, MC Hammer sort son premier album, Feel My Power, qui présente son mélange unique de rap et de dance music. L'album connaît un succès modéré, mais c'est son prochain album qui le propulsera au rang de star international. En 1990, MC Hammer sort son album emblématique, Please Hammer, Don't Hurt Him. L'album contient le single à succès You Can't Touch This, qui échantillonne Super Freak de Rick James et devient une sensation instantanée. Le rythme contagieux, associé au mouvement de danse électrisant de MC Hammer, a fait de cette chanson un phénomène mondial. You Can't Touch This s'est hissé en tête des hit parades dans de nombreux pays et a valu à MC Hammer 3 Grammy Awards. Le clip vidéo, qui met en scène les pantalons amples et la chorégraphie tape à l'œil caractéristique de MC Hammer, est devenu un phénomène culturel et a consolidé son statut d'icône de la culture pop. Fort de sa nouvelle notoriété, MC Hammer s'est lancé dans une tournée mondiale, captivant le public par ses performances énergiques et sa présence sur scène plus grande que nature. Il s'est fait connaître par ses spectacles extravagants, avec un entourage complet de danseurs et de musiciens. Les concerts de MC Hammer étaient un véritable spectacle, attirant des foules immenses et laissant les fans bouche bée. Mais ce n'est pas seulement sa musique qui a fait de MC Hammer un nom connu de tous. C'était aussi un homme d'affaires avisé qui a su tirer parti de son succès en lançant sa propre ligne de vêtements, Hammer Pants. Les pantalons amples de style parachute sont devenus une tendance de la mode au début des années 90, les fans du monde entier imitant le style emblématique de MC Hammer. La popularité de MC Hammer a grimpé en flèche, tout comme son compte en banque. Il a amassé une fortune estimée à environ 30 millions de dollars, ce qui fait de lui l'un des artistes les plus riches de son époque. Des voitures de luxe aux demeures extravagantes, MC Hammer a vécu une vie d'opulence et d'excès. Cependant, en coulisses, des problèmes financiers se profilent. Les dépenses somptuaires et le mode de vie généreux de MC Hammer commencent à peser sur ses finances. Il s'entoure d'un large entourage, comprenant des assistants personnels, des gardes du corps et même un chef cuisinier. Les coûts liés à un tel mode de vie s'accumulent rapidement et épuisent ses comptes en banque. Les dépenses de MC Hammer ne se limitent pas à sa vie privée. Il a beaucoup investi dans sa carrière musicale, finançant souvent ses propres clips et des mises en scène extravagantes. Bien que ces investissements aient porté leurs fruits dans un premier temps, le fardeau financier est devenu trop lourd à porter. En plus de ses dépenses liées à la musique, MC Hammer s'est lancé dans plusieurs entreprises malheureuses. Cependant, ces entreprises n'ont pas généré les bénéfices escomptés, laissant MC Hammer avec des dettes de plus en plus importantes. Au fur et à mesure que ses problèmes financiers s'aggravent, MC Hammer se retrouve dans une spirale descendante. Il est contraint de vendre ses propriétés extravagantes, notamment son manoir de Fremont en Californie et son parc de voitures de luxe. L'artiste, autrefois riche, est désormais menacé de faillite. En 1996, MC Hammer a déposé le bilan, invoquant des dettes de plus de 13 millions de dollars. Comment quelqu'un qui a été au sommet du monde peut-il se retrouver dans une situation aussi difficile? La procédure de faillite a révélé l'étendue de la mauvaise gestion financière de MC Hammer. Il n'a pas payé ses impôts, a accumulé des dettes colossales et a vécu bien au-dessus de ses moyens. Mais les problèmes de MC Hammer ne se sont pas arrêtés à la faillite.
Il a également dû faire face à des problèmes juridiques qui ont encore terni sa réputation. En 1995, il a été poursuivi en justice par ses anciennes choristes qui affirmaient ne pas avoir été payés. Le procès s'est soldé par un règlement, ce qui a encore réduit les finances de MC Hammer, déjà en perte de vitesse. Malgré ses difficultés financières, MC Hammer continue à faire de la musique et à se produire. Cependant, sa popularité s'est affaiblie et il peine à retrouver le succès qu'il a connu par le passé. Il sort plusieurs albums dans les années qui suivent, mais ceux-ci ne parviennent pas à s'imposer dans les hit-parades. Au début des années 2000, MC Hammer a fait un choix de carrière surprenant en embrassant sa foi chrétienne. Il sort un album de gospel intitulé Family Affair et se concentre sur la diffusion d'un message positif à travers sa musique. Bien que l'album ait été salué par la critique, il n'a pas connu de succès commercial. BET a décerné à Hammer le 7e titre de meilleur danseur de tous les temps, reconnaissant ainsi ses mouvements légendaires. Dans le The Best Rapper Ever Tournament, The Vibe, il s'est fait remarquer en se classant comme 17e favori lors du premier tour. Mais le rythme ne s'arrête pas là. Hammer continue de faire vibrer la scène dans des lieux musicaux et on peut l'apercevoir dans des publicités télévisées captivantes. Il a également adopté l'ère numérique, s'engageant auprès de ses fans sur les médias sociaux et contribuant à des efforts vitaux de ministère et de sensibilisation. Il ne se contente pas de jouer de la musique, il est aussi très impliqué dans sa communauté et dans le sport. Ses interviews, tant locales que nationales, donnent un aperçu fascinant de son parcours dynamique. Michelle Lay. Daz Dillinger pense que Michelle Lay est la raison pour laquelle Dre a quitté Death Row Records. Tout en partageant ses pensées sur Surviving Compton, Dre, Suge et Michelle Lay, le film Lifetime de Michelle Lay, Daz Dillinger a déclaré « As-tu vu où Suge Knight parlait à Tupac comme ça dans son film? Je ne me souviens pas d'une telle merde. » Lors d'une conversation franche avec Vlad TV, Daz n'a pas hésité à dire qu'il n'y avait pas de problème. Daz n'a pas hésité à parler du jeu de Michelle. Elle a pris sur elle de créer le film, se sentant lésée par le fait que Straight Outta Compton avait complètement omis de parler d'elle et des abus physiques qu'elle aurait subis de la part de Dr. Dre. Daz a déclaré « Mon truc, c'est pourquoi Dr. Dre est parti. Il faut probablement demander à Michelle Lay. Dre a quitté Death Row Records en 1996 à cause de querelles intestines. Elle en est probablement la cause principale. Je ne veux pas déclencher de controverse. J'ai déjà vu ça. Elle a aussi bousillé Death Row. Elle est arrivée en essayant d'être le PDG. Elle a fait toutes sortes de saletés et tout ça. Michelle Lay a des enfants avec Dre et Suge. Mais elle a récemment déclaré à Wendy Williams qu'elle n'était proche d'aucun d'entre eux. 2. Son film parle de l'histoire présumée de Dre en matière d'abus. Daz, quant à lui, affirme que Michelle Lay était impliquée avec des gens de leur label de musique. Il dit qu'elle ne devrait pas blâmer Dr. Dre pour l'avoir blessée. Au contraire, elle était impliquée avec diverses personnes, dont Suge, après s'être sentie malheureuse avec Dre. Le parcours de Michelle Lay avec Dr. Dre a commencé alors qu'elle n'avait que 16 ans. Leur chemin s'est croisé alors qu'elle participait à une chanson intitulée « Turn Off the Lights » pour un groupe appelé « World Class Wrecking Crew ». Malgré leur grande différence d'âge, Michelle Lay et Dre, qui avaient 22 ans et un bébé à naître d'une précédente relation, sont rapidement devenus un couple. Leur relation évolue rapidement, aboutissant à des fiançailles et à la naissance de leur fils, Marcel, en février 1991. Marcel est le premier enfant de Michelle Lay et le 6e de Dre. Malheureusement, au fil du temps, leur relation est devenue de plus en plus tendue en raison de l'alcoolisme, de l'infidélité et du comportement instable de Dre. Michelle Lay a subi des violences physiques tout au long de leur relation, avec des blessures telles qu'un nez cassé, une côte fêlée et 5 yeux au beurre noir. Elle a même raconté un incident effrayant au cours duquel Dre lui a tiré dessus lors d'une dispute, la manquant de peu. Pour faire face à la tourmente, Michelle Lay se serait tournée vers les médicaments et l'alcool, s'enfonçant encore plus dans ses difficultés. Elle a fini par quitter Dre lorsqu'elle a découvert qu'il était fiancé à une autre femme. Dans les moments les plus sombres de sa relation avec Dre, Suge Knight, PDG et cofondateur de Death Row Records, est intervenu pour aider Michelle Lay à se rétablir. Il l'a envoyée en cure de désintoxication pour la soutenir dans ces moments difficiles. En 1999, Michelle Lay et Suge se sont mariés pendant qu'il était en prison. Mais leur mariage a connu des complications juridiques lorsqu'il s'est avéré invalide en raison du mariage antérieur de Suge. Leur relation a également connu des moments de violence physique, Suge ayant déboîté la mâchoire de Michelle Lay lors d'une altercation. Ils partagent une fille, Bailey, née en 2002, et Michelle Lay a intenté une action en justice en 2009 pour réclamer à Suge une pension alimentaire impayée pour le conjoint et les enfants.
En 2015, Dr. Dre a été critiqué pour ne pas avoir évoqué son passé d'agresseur de femmes dans le film Straight Outta Compton. Il a présenté des excuses publiques dans une déclaration au New York Times. Cependant, Michelle Lay doute de la sincérité de ses excuses, estimant qu'elles visent davantage à protéger son image qu'à s'amender auprès des personnes qu'il a blessées. Elle estime que de véritables excuses auraient consisté en une conversation privée au cours de laquelle il aurait exprimé de véritables remords pour ses actes. À la fin des années 1980, un jeune et talentueux Michelle Lay émerge des rues de Compton, en Californie, avec une voix qui va captiver le monde entier. Née le 5 décembre 1970, Michelle Lay a grandi dans un quartier difficile, mais elle a trouvé dans la musique une source de réconfort et d'évasion. Dès son plus jeune âge, la voix de Michelle Lay se distingue. Son style vocal unique, caractérisé par un grincement aigu, la distingue des autres artistes de son époque. C'était une voix qui demandait de l'attention et qui laissait une impression durable à tous ceux qui l'entendaient. La percée de Michelle Lay a eu lieu en 1987, lorsqu'elle a participé en tant que chanteuse au tube Turn Off the Lights du groupe World Class Wrecking Crew. Cette collaboration attire l'attention d'Eazy-E, cofondateur de Ruthless Records, qui reconnaît l'immense talent de Michelle Lay. Eazy-E n'a pas perdu de temps pour signer avec Michelle Lay et, en 1989, elle a sorti son premier album éponyme. Il grimpe rapidement dans les classements, atteignant la 35e place du Billboard 200 et obtenant la certification or. L'un des titres phares de l'album est No More Lies, qui se classe parmi les 10 premiers du Hot 100 américain. Après le succès de No More Lies, Michelle Lay a continué à sortir des singles à succès tels que Nicety et Something in My Heart. Alors que la carrière de Michelle Lay était en plein essor, sa vie personnelle était en proie à des troubles et à des défis. En 2016, l'histoire de Michelle Lay a été portée à la connaissance d'un public plus large grâce à la sortie du biopic Surviving Compton, Dre, Suge and Michelle Lay. Le film met en lumière la relation abusive avec Suge Knight et Dr. Dre, ainsi que les défis auxquels elle a dû faire face dans l'industrie musicale. Après s'être éloignée des projecteurs, Michelle Lay a fait un retour triomphal aux yeux du public en 2013 lorsqu'elle a rejoint le casting de la série de télé-réalité R&B Divas LA de TV1. L'émission a permis à Michelle Lay de renouer avec ses fans et de montrer à nouveau son talent. En plus de ses apparitions à la télévision, Michelle Lay a sorti de nouveaux singles. Bien que Michelle Lay n'ait pas sorti d'album complet depuis Hung Jury en 1998, elle travaille sur de nouveaux titres pour son 3e album. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.